Madame, monsieur, merci de votre fidélité. Ravi de vous retrouver comme chaque soir à 18h30 pour la première édition d'information de la soirée sur Al-Oula. Voici le sommaire. Nador West Med viendra bientôt renforcer l'architecture portuaire du royaume. Ce nouveau complexe portuaire impulsé par le souverain s'inscrit au cœur de la vision royale visant à doter le royaume d'infrastructures de classe mondiale au service de sa souveraineté économique et de son rayonnement territorial. Le président du Sénat français Gérard Larcher et la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet sont au Maroc. Les deux hauts responsables français ont pris part aujourd'hui à Rabat à la 5e session du Forum parlementaire Maroc-France, une édition qui s'inscrit dans la dynamique du partenariat d'exception renforcé entre les deux pays. Le nord du Maroc est confronté ces derniers jours à de fortes pluies, des crues d'Oued et des inondations dans plusieurs villes, notamment à Ksar el-Kbir. Plusieurs quartiers résidentiels de la ville ont été submergés par les eaux. La nuit a été particulièrement éprouvante pour les habitants. Nouveau fleuron de l'infrastructure portuaire au Maroc, le complexe de Nador West Med s'apprête à entrer en service. Sa Majesté le roi Mohamed VI a présidé hier au Palais Royal de Casablanca une réunion de travail consacrée à ce méga projet stratégique qui a mobilisé à ce jour 51 milliards de dirhams d'investissement. Ce nouveau port s'inscrit au cœur de la vision royale visant à doter le royaume d'infrastructures de classe mondiale au service de sa souveraineté économique et de son rayonnement territorial. Nissil Hamdaoui. Le complexe sur pied un système portuaire national performant, levier du renforcement de la compétitivité de l'économie nationale et du développement équilibré des territoires. Sur le plan portuaire, l'ensemble des infrastructures de base comprennent 5,4 km de digues, 4 km linéaires de quais et 4 postes énergétiques. Nador West Med propose aussi une offre nouvelle. Un hub énergétique comprenant le premier terminal de gaz naturel liquéfié du royaume pour une capacité annuelle de 5 milliards de mètres cubes, ainsi qu'un terminal hydrocarbures. L'enjeu est pour le royaume d'atteindre une réelle souveraineté énergétique. À son lancement, le port sera d'une capacité annuelle de 5 milliards. Pour analyser la portée du nouveau complexe portuaire et industriel Nador West Med, avec nous sur le plateau Mustafa Shimi, politologue et professeur de droit. Mustafa Shimi, bonsoir. Bonsoir. Alors, le port Nador West Med, impulsé par Sa Majesté le Roi, est non seulement donc une porte d'entrée commerciale, mais un moteur de transformation industrielle et de création de valeur, il faut le dire, pour l'économie nationale. Tout à fait. Vous avez dit impulsé, je voudrais ajouter voulu, défini, dans le cadre d'une vision royale. Et si on s'arrête sur la typologie des grands programmes de développement qu'il y a dans le royaume, il y a deux catégories, me semble-t-il. La première catégorie des grands chantiers,
sur plusieurs années, défini par le souverain et suivi également par le souverain. C'est le cas de la Réunion qu'il y a eu, vous le savez. Et puis, il y a les autres programmes, donc relevant de ce que j'appellerais la gestion gouvernementale. Pour ce complexe Nador-Westmed, ça n'est pas un port de plus, comme on pourrait le penser de prime abord. C'est un grand projet. Un grand projet, il vise donc à s'associer et intégrer la chaîne de valeur mondiale. C'est également un projet intégré, avec évidemment différents compartiments, vous le savez, un port en eau profonde, un complexe portuaire, une plateforme industrielle et logistique et plus énergétique. Et puis le montant des investissements, c'est 51 milliards de dirhams, vous l'avez dit, c'est extrêmement important. Donc c'est une grosse enveloppe budgétaire, mais surtout financière, puisqu'il y a à peu près les 40% qui viennent du secteur privé. C'est extrêmement intéressant, c'est l'illustration donc d'une politique de développement, évidemment avec le public, mais aussi avec les grands opérateurs privés. C'est aussi une offre nouvelle dans notre stratégie de développement, avec la création d'un hub énergétique. Et puis le détail, évidemment, c'est le premier terminal de gaz naturel avec des prévisions de 5 milliards de mètres cubes. C'est également un terminal donc pour ce qui est de la souveraineté. Et puis aussi pour ce qui est des conteneurs. Alors, ce qui est important aussi, c'est quand même à marche forcée, on réussit donc à mettre sur place des grandes infrastructures. Il y a ce complexe-là, mais il y a eu, voici une quinzaine d'années, Tangemed, et puis ce qui est en cours aujourd'hui, c'est extrêmement important aussi, c'est Dakhla Atlantique. Alors, l'un des piliers majeurs de ce nouveau complexe portuaire, Mustafa Sahimi, c'est son centre énergétique, vous en parliez à l'instant, qui accueillera la première station de gaz naturel, justement, liquéfié au Maroc. La vision royale, donc, de souveraineté et de sécurité énergétique est aujourd'hui, il faut le dire, en train de se concrétiser. Il est prévu précisément qu'il y ait, pour l'instant, un dépôt permettant donc d'héberger, si je puis dire, 5 millions de conteneurs avec un programme d'extension. C'est extrêmement important. C'est également un port qui va permettre de stocker du GNL, du gaz, c'est extrêmement important, donc je vois que c'est important. Il faut ajouter un certain nombre d'autres préoccupations qui ont été exprimées dans le communiqué officiel de la réunion présidée par le souverain. C'est un certain nombre d'orientations données par le souverain précisément pour qu'il y ait une profitabilité, si je puis dire, de toute la région. C'est un secteur extrêmement important, c'est le développement de l'oriental, c'est un pôle majeur dans le développement de l'oriental, mais aussi de la place et du rôle de l'économie marocaine dans la Méditerranée orientale. Alors justement, donc lors de la réunion présidée donc par Sa Majesté le Roi, le souverain insistait sur la nécessité, et vous venez de le dire, de faire bénéficier justement l'ensemble des provinces de la zone d'influence donc du port, des retombées économiques du projet, le projet, ou plutôt le principe de l'équité économique spatiale est clairement donc appelé à être consacré sur le terrain. Vous avez raison de le relever, le souverain, vous le savez, est attaché à ce qu'il y ait un effet d'entraînement des grands projets économiques donc, qui sont priorisés aujourd'hui dans la stratégie de développement. Quelle est la difficulté? La difficulté, c'est de faire de grands projets d'infrastructures que nous avons cités, sans se préoccuper de ce que j'appellerais le ruissellement de ces grands projets sur les économies régionales en particulier. C'est extrêmement important. Et donc, sur ce plan-là, des orientations sont données par Sa Majesté le Roi. Il faut que ça permette la mise en œuvre accélérée d'une politique de mise à niveau territoriale dans la région, premier élément. Deuxième élément, il faut qu'il y ait un plan d'action lié à cette stratégie. J'y ajoute la nécessité évidemment de formation spécifique, parce que c'est un grand complexe et donc il y a une nécessité d'adapter les profils et les cursus de formation par rapport aux besoins de ce complexe. Et puis évidemment la question centrale, l'employabilité des jeunes. Il faut que les jeunes de la région
en priorité et d'autres régions du royaume et des possibilités d'emploi. Donc une démarche globale, intégrée, qui doit être mise en relief. Mostafa Srimi, vous restez avec nous. On revient à vous donc dans quelques instants. Un conseil de gouvernement s'est tenu aujourd'hui sous la présidence du chef du gouvernement Aziz Akhannouch. Le conseil a approuvé un projet de loi modifiant et complétant le Dahir, portant loi fixant les mesures d'encouragement aux entreprises organisant des stages au profit des titulaires de certains diplômes en vue de leur formation insertion. L'exécutif a également approuvé un projet de décret modifiant et complétant le décret relatif à l'établissement de la carte judiciaire du royaume avant d'examiner un accord entre le gouvernement du Royaume du Maroc et le gouvernement de la République du Rwanda, signé à Montréal le 25 septembre 2025, avec un projet de loi portant approbation du dit accord. Maroc-France, le chef du gouvernement Aziz Akhannouch a reçu aujourd'hui à Rabat la présidente de l'Assemblée nationale française Yann Braun-Pivet et le président du Sénat français Gérard Larcher en visite officielle dans le Royaume à la tête d'une délégation parlementaire conjointe pour prendre part à la 5e session du Forum parlementaire Maroc-France. Les deux parties se sont félicitées de la qualité des relations d'amitié privilégiées et séculaires unissant les deux pays qui ont connu un nouvel essor en octobre 2024 avec la signature par Sa Majesté le roi Mohamed VI et le président de la République française Emmanuel Macron de la déclaration relative au partenariat d'exception renforcé. Le chef du gouvernement n'a pas manqué d'affirmer que le soutien de la République française à la souveraineté du Royaume sur le Sahara marocain et la multiplication des visites des responsables français dans les provinces du Sud témoignent de l'appui clair de la France à l'initiative d'autonomie dans le cadre de l'intégrité territoriale du Maroc en tant que base unique à une solution à ce différend régional factice. Et puis, les deux hauts responsables français ont donc fait le déplacement pour prendre part, nous le disions, à la 5e session du Forum parlementaire Maroc-France qui s'est ouverte aujourd'hui à Rabat avec la participation de responsables et membres des parlements des deux pays. Présidé côté marocain par le président de la Chambre des représentants, Rachid Taleb El Alami, et le président de la Chambre des conseillers, Mohamed Ould Rachid, et côté français par le président du Sénat, Gérard Larcher, et la présidente de l'Assemblée nationale, Yann Braun-Pivet. Cette édition s'inscrit dans la dynamique du partenariat d'exception renforcé entre les deux pays. Khadija El-Jamali, Mehdi Ch'taibi, Sofia Fegrout. La dernière rencontre du genre remonte à 2018. Après cette année donc, le forum interparlementaire Maroc-France reprend. La délégation française est composée de députés et de sénateurs. Objectif affiché, renforcer le partenariat d'exception qui lie les deux pays. Et cet âge d'or est en plein essor. Et tout l'enjeu de nos travaux, c'est de confirmer et d'amplifier ces liens qui nous unissent. Des liens qui se renforcent grâce à de nouveaux modèles de partenariat liés à la mobilité, la paix, la sécurité, le développement économique, la jeunesse, la santé et le climat notamment. Des thèmes qui sont abordés, qui sont géopolitiques, qui sont économiques, qui sont parfois juste fraternels. Et donc moi je considère que c'est extrêmement important que nos 4 assemblées puissent communiquer. Aujourd'hui, on a 2 pays qui sont unis dans un partenariat exceptionnel. Parce que c'est leur stratégie, c'est leur intérêt, mais aussi parce qu'il y a un lien d'amitié et de fraternité qui n'existe pas avec d'autres pays. Et pour ces 2 raisons, ce forum est très important. Il est aussi parce que il y a beaucoup de personnes qui sont d'un ou de l'autre côté de la Méditerranée. Et donc, la relation entre les peuples, et nous représentons les peuples, nous parlementaires, elle est importante. Les exécutifs, c'est important, mais les peuples, la population, elle doit en permanence développer et enrichir cette relation. Le forum s'articule autour de 4 séances thématiques. Les nouveaux horizons de la coopération bilatérale, la lutte contre le terrorisme, les droits des femmes et la transition énergétique. Chaque séance connaît la participation de plusieurs ministres et responsables du secteur concerné du côté marocain. Et parce que la diplomatie parlementaire est au cœur de cette rencontre, plusieurs entretiens bilatéraux viennent compléter le programme.
Les thématiques discutées lors de ce forum parlementaire reflètent les horizons de ce partenariat maroco-français. Et comme disait ce matin le président du Sénat français, ces horizons se trouvent dans les provinces du Sud. À la croisée des routes européennes et africaines, le Maroc s'impose comme un partenaire stratégique. Dans ce contexte, les parlementaires marocains et français entendent pleinement jouer leur rôle, accompagner les choix politiques, rapprocher les visions et inscrire le partenariat dans la durée. Alors, retour à vous, Moustapha Sahimi. Il faut dire que le forum interparlementaire franco-marocain ne s'était pas réuni depuis 2019. La visite conjointe au Maroc, donc, du président du Sénat et de la présidente de l'Assemblée nationale française, donc, viendra donner, il faut le dire, un nouvel élan à la diplomatie parlementaire entre les deux pays. L'élan a été donné par la visite du président Macron en octobre 2024. Historiquement, les relations entre Paris et Rabat ont été marquées du sceau d'un partenariat privilégié pendant des décennies. Je crois qu'à partir de cette visite d'octobre 2024 et des nouvelles positions de la France pour ce qui est de la question nationale, nous sommes passés à un autre stade qualitatif, si je puis dire, c'est-à-dire un partenariat privilégié, mais d'exception. Alors, vous avez fait référence à ce forum. Ce forum avait été créé en 2013. Il s'était pas réuni depuis 2019 pour des raisons d'agenda. Il y a eu les années Covid, tout ça, etc. Et donc, il faut relever que maintenant, il est réactivé. Il présente un certain nombre de particularités. Lesquelles, c'est que ce sont les deux chambres du Parlement français qui rencontrent les deux chambres du Parlement marocain. À noter au passage que le président du Sénat, Gérard Larcher, et le président du Sénat et Madame Yael Braun-Pivet avaient fait déjà, voici pratiquement un an, un déplacement particulier au Maroc. Donc voilà l'ensemble de la représentation parlementaire française qui va donc rencontrer la représentation parlementaire marocaine, c'est extrêmement important. Ce qu'il faut dire, c'est évidemment c'est un nouvel élan, c'est aussi le souci de donner et de définir, d'ailleurs c'était le thème de cette rencontre, de définir les horizons nouveaux de partenariat d'exception entre les deux pays. Et justement, je parle de ça, quels sont les nouveaux horizons justement de la coopération parlementaire? C'est ce qui fait en matière infrastructurelle, tout ce qui est de la ligne grande vitesse. Un premier point. Également, les nouvelles technologies qui sont priorisées, vous le savez, sans oublier le numérique, les énergies renouvelables, l'économie bleue, etc. À noter qu'il n'y a plus les obstacles qui existaient précédemment et que maintenant, vous le savez, les provinces sahariennes sont pleinement intégrées dans les politiques de coopération de l'État français en direction du Maroc. C'est extrêmement important et c'est un élément évidemment qui joue dans la qualité des relations entre les deux pays. Alors, d'autres secteurs aussi qui ont été évoqués, qui sont sur la table, c'est que le Maroc est considéré comme un hub de l'enseignement public français et francophone, avec beaucoup d'Africains, de l'Afrique francophone qui viennent des universités, etc. Également des décentralisations, des délocalisations de grandes écoles françaises au Maroc, vous le savez, avec des formules de partenariat. Et puis, sans oublier d'autres thèmes et d'autres axes, la coopération décentralisée, la prise en compte des problèmes du changement climatique, l'engagement extrêmement important de l'AFD, l'Agence française du développement, qui a des engagements de 6 milliards d'euros au Maroc, notamment pour ce qui est donc de l'éducation, de la formation, des infrastructures. Et puis, pour finir, 4 axes fondamentalement qui sont retenus, qui sont la feuille de route de ce partenariat d'exception. D'abord, une coopération élargie en termes politiques et ouverte à d'autres secteurs. J'ajoute la sécurité et la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, sans oublier la transition énergétique, les droits des femmes et la participation publique. Et puis, il faut le dire, pour conclure, ce sont des messages clés qui sont adressés donc à cette coopération privilégiée et c'est extrêmement important, je crois.
Mustafa Shimi, merci d'avoir été notre invité ce soir. Je rappelle bien sûr que vous êtes politologue et professeur de droit. On vous retrouve bien entendu dimanche. Inch'Allah. Merci à vous. Ouverture à Bruxelles aujourd'hui de la 15e session du Conseil d'association entre le Royaume du Maroc et l'Union européenne, coprésidée par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger Nassar Bourita et la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Kajak Khalas. La réunion constitue plutôt une opportunité pour dresser un bilan de la coopération bilatérale multidimensionnelle. Une session hautement symbolique qui marque une étape nouvelle dans le dialogue institutionnel de premier plan entre les deux partenaires stratégiques. Cet événement est attendu comme une étape supplémentaire pour réaffirmer la solidité du partenariat unique entre le Maroc et l'Union européenne pour tracer les contours d'une nouvelle phase plus ambitieuse et plus intégrée de cette relation privilégiée. La ville de Qsar el-Kbir sous les eaux après plusieurs jours de fortes précipitations. Ces intempéries ont entraîné une montée inquiétante des eaux de l'Oued Loukos. Plusieurs quartiers résidentiels de la ville ont été inondés par les crues. Et vous allez le voir dans ce reportage, la nuit a été particulièrement éprouvante pour les habitants. Les autorités et les services d'urgence sont en alerte. Amin Mkhida, Amin Amouri, Mehdi Karakchou et le récit signé Maria Oued. Les images sont impressionnantes. Après plusieurs jours de fortes précipitations, le lac Loukos, dans la région de Qsar el-Kbir, est sorti de son lit. En quelques instants seulement, l'eau a tout submergé sur son passage. Des habitations ont été inondées, les axes de circulation coupés et de nombreuses personnes évacuées. Mais plus de peur que de mal, aucune victime n'est pour l'heure à déplorer. Les éléments de la protection civile sont mobilisés et à pied d'œuvre pour sécuriser la zone et venir en aide aux sinistrés. La crue est très importante. Comme vous pouvez le constater, l'eau a engorgé la ville et plus personne ne peut circuler. Mais les autorités ont tout de suite réagi et elles ont sécurisé très rapidement la zone pour contenir les inondations. Elles ont fait également de la prévention afin de rassurer les habitants et qu'ils sachent quoi faire si la situation venait à se dégrader. Dès que l'eau est montée, les hommes de la protection civile sont intervenus immédiatement. Dans ce quartier de Qsar el-Kbir, le niveau de l'eau a encore augmenté. Et pour contenir la crue, les éléments de la protection civile sont toujours à pied d'œuvre. D'ailleurs, ils sont en train de procéder à des évacuations, car beaucoup d'habitations ont été submergées. Sur place, toutes les mesures nécessaires ont été prises afin d'apporter secours à la population et anticiper toute aggravation, notamment des dispositifs de pompage et des barrières de sable afin de limiter la montée des eaux. Pour cette opération, nous avons déployé des Zodiacs pour pouvoir venir en aide aux habitants et les évacuer en toute sécurité. Nous avons également mobilisé des petites embarcations pour transporter le matériel. Tout s'est bien déroulé et la situation est sous contrôle. Avec une météo toujours pluvieuse et instable, les autorités appellent l'ensemble des citoyens à être coopératifs et à respecter les consignes de sécurité afin d'éviter tout incident. Qsar el-Kbir n'a pas été la seule ville à être touchée par les intempéries au cours des dernières 24 heures. Chefchaouen, elle aussi a été frappée de pluies torrentielles, enregistrant 57 mm, suivi de Tanger-Port 23 mm, Tanger 17, La Reich 12, Tétouan 10 mm. Il a été enregistré également 9 mm à Ifrane et Taza, 4 à El Jadida, Rabat et Salé 3 mm, Ben Slimane, Casablanca, Kenitra et Taloudan 2 mm, Stade 1 mm, Sidi Ifni, Mohamed Titmelil, Essaouira, Port, Khouribga, Agadir, Tiznit, Bni Meller, Nouassar, Tantan, Inzgan, moins d'1 millimètre.
Et ce temps hivernal impose donc son rythme. À Ifrane, la neige recouvre les cèdres et les sommets de l'Atlas jusqu'à plus de 40 cm de poudreuse par endroit. La chaussée est glissante, rendant les routes difficilement praticables. Un sacré défi pour les automobilistes. Les chasse-neige sont en action pour dégager les routes. Reportage Ahmed Fadeli, Hamza Al-Khadr et Selma Hamouche sur un récit de Maria Aoued. Ils sont les gardiens de notre sécurité. Ces hommes qui œuvrent à déblayer la neige et qui travaillent sans relâche pour que les routes et les chemins restent praticables, de jour comme de nuit. Armés de leurs déneigeuses, ils déplacent en un temps record des masses de neige sous un froid glacial pour assurer la sécurité des riverains et des automobilistes. Cette année, les précipitations sont conséquentes et de ce fait, il faut rester mobilisé pour assurer la sécurité de tous, surtout lorsqu'il vente et qu'il y a du brouillard. D'ailleurs, de telles chutes de neige n'étaient pas tombées depuis 2008. Voilà pourquoi les déneigeuses tournent à plein régime depuis un mois maintenant. Les services de la météorologie ont émis un bulletin de vigilance depuis jeudi. Voilà pourquoi toutes les équipes compétentes sont mobilisées sur le terrain pour faire face aux intempéries et déblayer les routes. Et surtout la route nationale numéro 13 qui est très empruntée et la route numéro 8. Avec plus de 2 mètres de neige par endroit, leur travail exige courage, endurance et précision. Concentrés sur leurs gestes devenus des automatismes, ils permettent aux usagers de la route de rouler sereinement. Il y a des endroits où la neige a atteint 2 mètres de hauteur, donc l'urgence est de déblayer au plus vite ces zones, afin que les automobilistes ne soient pas pris au piège. Je suis venu de Mohammedia pour passer quelques jours de vacances à Ifrane. Sur la route, il fallait redoubler de vigilance car il y avait beaucoup de neige, de verglas, mais tout s'est bien passé, Dieu merci, grâce aux autorités compétentes. Partout dans la région, tout est orchestré et structuré pour protéger chacun et transformer les rigueurs de l'hiver en un quotidien plus sûr et plus serein. Le Maroc s'apprête d'ailleurs à connaître une nouvelle perturbation climatique avec de fortes pluies et rafales de vent prévues d'ailleurs, elles ont commencé aujourd'hui et elles se poursuivront jusqu'à demain vendredi dans plusieurs provinces du royaume. C'est ce qu'annonce la Direction générale de la météorologie. Chefchaouen connaîtra le cumul le plus important avec 90 à 120 mm attendus jusqu'à demain 18h. Le même phénomène, 60 à 90 mm, concernera les provinces d'El Hoceima et Larache, alors que des précipitations comprises entre 30 et 60 mm sont enregistrées durant la même période dans les provinces de Fars, Anjara, Ouezzen, Tanger, Asselam, Dirk Fnedak, Teza, Tétouan, Kénitra et Taounet. Par ailleurs, de fortes rafales de vent, 75 à 85 km/h, toucheront durant la même période les provinces de Mdirk Fnedak, Tétouan, Tanger, Assela, Fars, Anjara, Chefchaouen, Teza, Grsif, Taourirt, Driouch, El Hoceima et Oujda, Engat. Et suite à une évaluation approfondie de la situation actuelle après les fortes précipitations enregistrées dans la région du Nord, au cours des dernières heures, le ministère du Transport et de la Logistique annonce qu'il a été décidé en coordination avec les autorités techniques compétentes de procéder à la fermeture temporaire de l'aéroport Tétouan-Sania-Termel à partir d'aujourd'hui et ce dans le cadre de la vigilance constante en matière de sécurité des passagers et des usagers. Cette mesure préventive vise à garantir la sécurité et la sûreté de la navigation aérienne, à assurer des conditions d'exploitation optimales de l'infrastructure aéroportuaire et à permettre aux services concernés de mener les travaux et interventions techniques nécessaires. Et puis du côté du port espagnol d'Algeciras, le trafic maritime a repris partiellement aujourd'hui après 2 jours d'interruption dû aux conditions météorologiques défavorables ayant affecté la province de Cadiz. C'est ce qu'ont indiqué les autorités portuaires de la baie d'Algeciras. Les liaisons maritimes au départ d'Algeciras vers le port de Tanger ont été rétablies, tandis que les traversées au départ du port de Tarifa vers la même destination demeurent annulées en raison du mauvais temps persistant
dans la zone. Cannes 2025, le verdict de la Confédération africaine de football est tombé. Le Sénégal et le Maroc sanctionnés. Une décision disciplinaire controversée pour le Maroc. La décision de la CAF évite soigneusement de trancher sur le point le plus grave, le refus de reprendre le jeu pour l'équipe sénégalaise, pourtant au cœur du débat. Sophia Feklout. Le verdict est tombé dans la nuit. Le jury disciplinaire a décidé de suspendre le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, pour 5 matchs officiels de la CAF, pour comportement antisportif, violation des principes de fair play et d'intégrité et atteinte à l'image du football. Il se voit infliger une amende de 100 000 $, indique la CAF sur son site officiel. Pour leur part, Iliman Cheikh Baroy Ndiaye et Ismaïl Assar, joueurs de l'équipe nationale du Sénégal, ont écopé d'une suspension de 2 matchs officiels de la CAF pour comportement antisportif envers l'arbitre. Le jury a également infligé à la Fédération sénégalaise de football une amende de 300 000 $ pour comportement inapproprié de ses supporters qui ont porté atteinte à l'image du football. Une amende supplémentaire de 300 000 $ pour comportement antisportif de ses joueurs et de son encadrement technique en violation des principes de fair play, de loyauté et d'intégrité, ainsi qu'une amende de 15 000 $ pour faute disciplinaire de l'équipe nationale, 5 joueurs ayant reçu des avertissements. Quant à la Fédération royale marocaine de football, le jury disciplinaire a décidé de suspendre Achraf Hakimi pour 2 matchs officiels de la CAF, dont un avec sursis, pendant une durée d'1 an, à compter de la date de la décision, pour comportement antisportif. Et Ismaïl Sibari pour 3 matchs officiels de la CAF pour comportement antisportif, tout en lui infligeant une amende de 100 000 $. Il a été également décidé d'infliger à la Fédération royale marocaine de football une amende de 200 000 $ pour le comportement inapproprié des ramasseurs de balles du stade. Une amende de 100 000 $ pour le comportement inapproprié des joueurs de l'équipe nationale et de l'encadrement technique, ayant envahi la zone d'examen de la VAR et entravé le travail de l'arbitre, en violation des articles 82 et 83 du code disciplinaire de la CAF, ainsi qu'une amende de 15 000 $ pour l'utilisation de lasers par ses supporters lors du match. Par ailleurs, le jury disciplinaire de la CAF a rejeté la réclamation introduite par la Fédération royale marocaine de football relative à des violations alléguées par la Fédération sénégalaise de football des articles 82 et 84 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations, en lien avec la finale 2025. Et bien voilà, c'est la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. L'info revient sur Lula à 20h30. Excellente soirée et à demain.